Ouais. Tout d'abord, je voulais remercier le laboratoire ou ceux qui m'ont invité, le IMC, pour cette communication qui va parler en fin de compte d'une thématique qui est très très sensible, hein, qui est la prise en charge des plaies chroniques. Et cette prise en charge moderne, comme vous allez le voir, va nous permettre ça va vous permettre de changer carrément votre vision des choses, même en tant que pharmacien, que ce soit des pharmaciens d'officine ou des pharmaciens hospitaliers. Bon. Ça ne passe pas? Ok. Voilà. Ok. Parfait. Alors, je préciserai qu'il y a un conflit d'intérêts, soit avec IMC ou Lomano Recherche, dont je suis un des consultants pour l'Afrique francophone. Juste pour un petit rappel sommaire, hein, qu'est-ce que la peau, hein, comme vous le savez, il y a différentes couches de la peau, à savoir l'épiderme, le derme et l'hypoderme, avec la couche coronéenne vers le haut, et bien sûr les glandes et les annexes cutanées. Comme vous le savez, à partir de l'hypoderme, vous allez voir sur les planches. Alors, l'épiderme, qui est cette couche, la première couche qui est kératinisée, hein, comme vous le voyez, richement innervée, avec... Ah, il n'y a pas de... Avec... qui est avasculaire, bien sûr. Alors, le derme, alors si je reviens d'une... Alors, j'ai un petit souci avec le... Alors, le derme, qui est ce tissu conjonctif, comme vous le savez, avec riche en fibroblastes, qui va donner cette élasticité au niveau de la peau, qui est, comme vous le voyez très bien sur le schéma, qui est très bien vascularisé et très bien innervé. Le réseau, quand vous le voyez, le réseau vasculaire qui vient du sous-cutané, de la couche hypodermique vers la couche épidermique, et vous voyez que le réseau vasculaire est très riche vers le bas, cette couche basale, avec un plexus vasculaire hypodermique, l'hypoderme qui est le tissu de cellules souches, et c'est de là que vous allez voir dans la présentation, c'est de là que ces cellules vont venir vers la périphérie, vers le haut, pour faire cette cicatrisation dont on demande. Rappel de la cicatrisation normale. Qu'est-ce qu'une cicatrisation normale? Vous avez les 4 phases de la cicatrisation, à savoir la phase vasculaire, dès qu'il y a une plaie, il y a un appel de sang. Une phase inflammatoire, vous allez avoir un appel des cellules pro-inflammatoires qui vont venir colmater cette brèche. Une réparation tissulaire, c'est la phase de bourgeonnement, et bien sûr le remodelage avec la restitution ad integrum. Ce remodelage, alors l'inflammation, la plaie va cicatriser en moyenne au bout de 4 semaines, avec une restitution ad integrum entre 18 et 24 mois. Et comme vous le savez, ce bourgeon, pour qu'il y ait cicatrisation, en fin de compte, il vous faut bien sûr qu'il soit hydraté et bien vascularisé, ça va de soi. Alors, les facteurs qui influencent cette cicatrisation, il y a des facteurs locaux, à savoir des pathologies sous-jacentes, des pathologies du collagène, les bêta-thalassémies, les drépanocytaires, les diabétiques. Tout ce qui est tumoral peut influencer sur une bonne cicatrisation. Des facteurs extrinsèques, à savoir le tabac, et j'insiste sur le tabac, les corticoïdes, l'infection, qui est un facteur qui est très déterminant et qui va stopper parfois la cicatrisation, le bon déroulement de la cicatrisation, les corticoïdes, les fractures ouvertes et les pertes de substances. Sur le plan purement local, comme vous le voyez, hein, dommage que je n'ai pas un pointeur, hein, si j'avais un petit pointeur, non, ah, c'est là. Oui, alors, comme vous le voyez, hein, nous avons l'épiderme normal. Je continue. Cette surface, comme vous le voyez, bon, qui est lésée, si jamais on ne met pas de pansement, vous allez voir qu'il y a cette croûte qui est normale, avec cet exudat qui reste sec, avec un derme sec. Qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer que cette cicatrice ne va pas évoluer dans le bon sens et ne va pas du tout cicatriser cette plaie. Par contre, si on met un pansement sur cette plaie qui est occlusive, qui est semi-perméable, à ce moment-là, il va y avoir des échanges, il y aura de l'hydratation, il y aura un peu d'eau, et à ce moment-là, avec une bonne vascularisation. Mais bien sûr, retenez une chose, j'insisterai souvent, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau, mais pas du tout d'eau. Ça veut dire qu'il y a juste ce qu'il faut pour que ça cicatrise. Alors, je viens à la thématique d'aujourd'hui, qui sont les plaies chroniques. Qu'est-ce qu'une plaie chronique? Par définition, c'est une plaie qui dépasse les délais normaux de la cicatrisation, à savoir les 4 à 6 semaines.
c'est souvent un symptôme d'une maladie sous-jacente, à savoir le diabète, comme je l'ai dit, les fractures ouvertes, pardon, un escar, un moignon d'amputation. C'est toujours l'évolution anormale d'un processus de la cicatrisation. Le potentiel de guérison de cette plaie dépendra de plusieurs facteurs, à savoir un facteur local. Là, c'est de là que j'ai choisi cette thématique pour aujourd'hui, l'état général du patient et les facteurs externes. Ça revient. Super. Alors, juste une petite historique, il faut que vous sachiez que c'est en 1917 que le premier pansement gras a été mis sur le marché. En 62, Winter avait pensé, c'était le premier à avoir pensé au pansement humide et le pansement occlusif. En 90, c'est mise sur le marché des premiers hydrocellulaires. En 97, comme vous le voyez, il y a eu la naissance de la Société française de francophone de plaie cicatrisation. 98, le premier DU de plaie cicatrisation. 2010 arrive la nouvelle vague des pansements super absorbants. De 2010 à maintenant, on essaye maintenant d'incorporer ces pansements avec la pression négative. Et en 2018, comme vous le voyez, il y a eu cette nouvelle tendance au pansement au biguanide suite aux différents problèmes avec les pansements à l'argent et aux différentes intoxications à l'argent. Si vous voulez juste un petit aperçu sur quels sont les domaines qui sont très touchés et dont les plaies chroniques sont pourvoyeuses de pansements, alors à savoir les brûlés, tout ce qui est ulcères de jambes, problèmes vasculaires, diabétiques, traumatologie, hein, l'orthopédie, les complications des cancers cutanés. Alors, c'est quoi le rôle du pansement en fin de compte? Alors, c'est de créer ce milieu, comme je vous ai dit, humide, pas trop sec, pas trop hydraté, afin de favoriser l'épithélisation et le bourgeonnement et l'épithélisation, pardon, une absorption optimale des exsudats et des produits toxiques, bien sûr, parce que bon, si la plaie, bien sûr, il n'y a pas de plaie fermée, mais si la plaie est là, ça veut dire qu'il y a un risque qu'elle soit contaminée. Elle doit favoriser, ce pansement doit favoriser des échanges gazeux, ce qu'on appelle le protection skin-like. Ce pansement, bien sûr, doit protéger contre les infections, action bactériostatique, bactéricide et surtout isolation du milieu externe. Et bien sûr, nous n'oublions pas que c'est le patient qui est au cœur de notre métier, à savoir nous médecins ou vous pharmaciens, c'est ce confort du patient, pardon, qui est notre première préoccupation avec ces nouveaux pansements techniques. Alors, vous allez me dire, oui, vous êtes chirurgien, vous venez nous parler au CIFAL, c'est un panel surtout de pharmaciens. Pourquoi? Alors, j'ai juste schématisé, alors que ce soit le pharmacien hospitalier, j'ai la chance de voir une ancienne collègue à moi ici, alors ça va rendre beaucoup service, à savoir sur le plan économique. Il faut que vous sachiez que ces pansements innovants vont réduire à long terme, à court et à moyen terme, le pansement original, et ça c'est la bétadine à la compresse, pour ces pansements chroniques. Ça veut dire qu'il y aura sur le coup une diminution du coût à moyen et à long terme. Il y a aussi une meilleure gestion des stocks, à savoir que c'est des pansements qui sont déjà stériles et qu'on sait stocker chez nous et qu'on sait distiller. Et si demain on veut faire des études statistiques sur les infections, on aura quelque chose à présenter. Mais bien sûr aussi, pour nos amis en officine, ben souvent, vous avez des ordonnances comme ça. Alors, PDF, alors ça c'est à la mode, prière de fournir. Alors, ça serait sympa, ça c'est un peu notre faute médecin, mais il faut qu'on apprenne vraiment à rédiger une bonne ordonnance. C'est prière de fournir, pansement pour escar. Allez, vous êtes en face de votre officine, de votre patient, et vous recevez une ordonnance. Faut-il appeler le médecin traitant? Est-ce que je dois avoir des notions de base pour pouvoir l'aider? Est-ce que je vais le questionner? Moi, je pense que c'est le rôle de tout un chacun. Et le pharmacien doit connaître ne serait-ce que le minimum et le b.a.-ba de ces pansements, parce que ça commence un tout petit peu à être plus ou moins à la mode, mais il faut qu'ils connaissent quelques détails sur ces pansements techniques. Alors, un lexique, ça c'est une dénomination internationale. Normalement, toutes les boîtes, tous les pansements que vous devez recevoir en officine doivent avoir ces pictogrammes. S'il est en noir, c'est que c'est un pansement qui est dédié à la nécrose. S'il est en jaune, s'il y a un pictogramme jaune, c'est qu'il est dédié, il y a de la fibrine, c'est une indication pour la fibrine. S'il y a un pictogramme en rouge, c'est un bourgeonnat. Et si le pictogramme est en rose, c'est que c'est une plaie qui est en phase de cicatrisation et on va donner ce pansement-là à notre patient. À d'autres pictogrammes, ces pansements dépendent aussi du degré d'exsudation de la plaie. Si c'est une plaie sec, vous allez avoir ce pictogramme avec une goutte qui est barrée. Si cette plaie
et faiblement exudatif, vous aurez une goutte, ainsi de suite, jusqu'à la plaie qui est fortement exudatif. Et là, sur le pansement, normalement, en officine ou à l'hôpital, vous allez avoir un pictogramme qui va authentifier et va dire voici ce pansement, voici l'indication pour tel type ou tel type d'exudat. D'autres pictogrammes qui sont des pictogrammes reconnus à l'international, où tous les pansements doivent avoir ce type de pictogramme sur l'emballage, à savoir si c'est un pansement qui est dédié pour une plaie superficielle, un pansement qui est dédié pour une plaie profonde, ou bien c'est une plaie qui est mal limitée, où on peut se permettre avec notre pansement de la prédécouper ou de la découper en fonction de cette surface. Je passerai rapidement sur ça parce que ça c'est plutôt du ressort du médecin, mais le pharmacien doit connaître aussi ça. Le siège de la plaie, est-ce que c'est au niveau de l'escar? Il va lui donner un pansement pour l'escar. Est-ce que c'est au niveau du pied? Est-ce qu'on va donner un pansement pour le pied? L'aspect, le nombre de plaies, la couleur. Nous, en tant que médecins, l'odeur est très importante. Est-ce que cette plaie est infectée? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Et bien sûr, l'examen clinique qui va être fait par le médecin et les examens biologiques à la recherche d'infection. Les étapes de la cicatrisation d'une plaie chronique. On rentre un peu plus dans le sujet. Alors, vous avez 3 phases. En fin de compte, cette plaie chronique, comme vous avez vu, n'obéit pas à l'évolution normale d'une plaie normale. On va essayer tant bien que mal de la remettre dans le circuit d'une plaie aiguë pour essayer de la faire cicatriser et arriver à la 3e phase qui est l'épithélisation. Mais la clé de voûte de cette cicatrisation, c'est la détertion. Et vous allez voir que si on nettoie bien, si on arrive à faire une bonne détertion de la plaie, la plus rapide et la mieux, la plus consciencieuse possible, on va essayer de réduire cette plaie qui est chronique et on va la remettre dans un circuit presque normal. Alors elle consiste à éliminer les produits nécrotiques, elle est considérée comme la clé de la réussite de la cicatrisation, doit être la plus courte, la plus complète et la moins traumatique, parce qu'on avait dit, n'oubliez pas, le premier truc, c'est le confort du patient. La détertion, elle peut être soit manuelle, physique, chirurgicale. Vous avez un très très beau article qui est sorti en 2013 dans le Journal of Care qui parle vraiment sur cette phase de détertion. Vous connaissez aussi, et ça c'est tous les labos pharmaceutiques qui se battent pour cette notion de biofilm. Le biofilm, juste pour rappel, c'est cette membrane qui couvre, quand il y a une réaction infectieuse, quand il y a une infection, il y a une membrane qui est sécrétée, qui est imperméable aux antibiotiques, et ça ne sert à rien d'aller donner des antibiotiques si on n'arrive pas à détruire. Et tous les labos actuellement essayent de trouver l'astuce pour détruire ce biofilm, pour laisser cette détertion se faire et pour laisser ces antibiotiques arriver à ce site. Alors, les moyens de débridement, comme vous le voyez, j'imagine vous connaissez, bon, le mécanique, à savoir le plus ancien c'est la gaze, hein, on essaye de frotter, mais bien sûr c'est un peu traumatisant, enzymatique. Il y a aussi l'essor de tout ce qui est des vers, hein, pour les plaies chroniques qui vont essayer de manger un peu cette nécrose, ce n'est pas mauvais. J'ai mis, bon, il y a conflit, comme je vous dis, il y a conflit d'intérêts, j'ai mis le débris soft et ça, c'est vraiment Lohmann qui est le premier qui a aussi ce brevet. C'est vraiment une espèce de brosse qui va essayer d'éliminer ces tissus en atraumatique, bien sûr. Alors, toujours une petite coupure. Voilà. Alors, je vais donner brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails, ces petites notions de nécrose et de fibrine. Voici par exemple une plaie qui est nécrotique. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle est sec. Qu'est-ce qu'il faudra lui mettre? J'imagine que si vous avez un tout petit peu entendu ce que j'ai dit, alors on va essayer de l'hydrater. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un pansement aux hydrogels. Et comme vous le voyez en bas, il y a toujours ces pictogrammes. Cet hydrogel, il est en plaque. Il peut être prédécoupé en fonction de la surface. Il est destiné à la phase nécrotique, pour des plaies qui ne sont pas du tout sointantes et bien sûr pour des plaies superficielles. Maintenant, si j'ai une plaie profonde et qu'elle nécessite et qui est nécrosée, qui est sec, ben, on peut utiliser un hydrogel en seringue et c'est en liquide et on pourra à ce moment-là faire notre phase de détertion. Bien sûr, on passera à la phase fibrineuse, à la plaie qui est fibrineuse. Là, c'est une plaie plutôt qui est sointante, qui est très productive. On va essayer toujours de manager cette plaie. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Soit des alginates de calcium. Hein, et comme vous le voyez toujours en bas, il y a toujours les pictogrammes. Et normalement, ces pictogrammes doivent être présents dans toutes les boîtes. Elles sont destinées, ces alginates, pour des plaies en phase fibrineuse qui sont sointantes. Dans la première phase de détertion ou bien dans la phase aussi de bourgeonnement pour des plaies moyennement exudatives et comme vous avez vu, pour des plaies superficielles ou bien profondes. Bien sûr, si cette plaie est sointante et infectée, on peut ajouter des alginates d'argent pour cela.
Bien sûr, comme vous le voyez très bien, si cette plaie est vraiment très exsudative, vous êtes d'accord avec moi qu'on sera obligé de mettre un hyperabsorbant. Et c'est là où je parle d'économie de santé. Et c'est très important parce que quand on a des plaies qui sont vraiment très exsudatives, qui produisent beaucoup, eh bien on va avoir recours au fameux pansement américain. On va mettre 15-20 compresses stériles, entre guillemets, si elles sont stériles, mettre un sparadrap. Et puis ce pansement on va être obligé de le refaire 2-3 fois par jour. Quand vous voyez ce type de pansement qui est hyper absorbant peut retenir jusqu'à 20 fois son poids moléculaire, ça veut dire qu'on va même, en termes de coûts et de personnel infirmier, de soins, on va moins mobiliser ces gens. Voici l'intérêt de ce type, par exemple, de pansement. Et voici l'aspect aussi économique de la chose. Juste un exemple, voici un ulcère de jambe qui est hyper sointant. Vous imaginez très bien, si je mets des compresses, je vais le nettoyer, je vais mettre des compresses et puis une bande de contention, elle va de suite, si ça coule beaucoup, elle va tout de suite se mouiller et puis le patient, ça va être désagréable, il doit refaire son pansement 2-3 fois par jour. Et si j'utiliserais par exemple le pansement hyperabsorbant, et bien là, je soulagerai mon patient, je soulagerai aussi mon infirmière, et puis je donnerai aussi, parce qu'il faut que vous sachiez autre chose, que plus la plaie, vous allez triturer, vous allez changer les pansements régulièrement, moins vous allez lui laisser le temps de cicatriser, parce que vous allez détruire tout ce qui est aux alentours. On peut utiliser bien sûr la pression négative, qui est maintenant un outil, une aide très, très précieuse, que ce soit pour le médecin ou l'infirmier. C'est quand la plaie est très sointante, qu'on n'arrive pas même avec un dépansement intelligent, comme on les appelle, et bien on peut s'aider avec cette pression négative. Voici quelques exemples d'un escar ou d'un pied diabétique, avec cet effet de succion, la pression négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une machine qui va mettre en vase clos, en huis clos, cette plaie qui va l'isoler de l'environnement, et par cet effet de succion, en fin de compte, ça a été un peu imaginé par, excusez-moi, la hijama, hein, c'est ce que vous voyez. Alors on essaye d'aspirer cette plaie, on va essayer de faire des contractions, et cette plaie on va l'aider pour se contracter, pour essayer de cicatriser rapidement. Voici le principe. Une plaie mixte, bon, je donne des exemples, mais vous imaginez très bien que parfois vous avez une nécrose et un sointement. Qu'est-ce que je vais mettre? Là, il y a des hydrobalances. Hein, c'est des pansements aussi intelligents qui vont relarguer quand c'est sec et qui vont retenir quand c'est hyper productif. Je pourrais vous montrer des exemples. Des hydrobalances avec du PNHHB, c'est des biguanides quand c'est infecté. Alors, juste un petit rappel pour cette détertion, cette phase de détertion. Comme je vous ai dit, si vous avez de la nécrose, il faudra un pansement aux hydrogels. Si c'est de la fibrine, il faudra réduire un peu ce sointement. Si elle est hyper exsudative, bien sûr, on utilisera un pansement hyper absorbant dans ce cas. Voilà. On passera à la deuxième phase. Si notre première phase s'est bien passée et que cette détertion, on va accélérer cette phase de cicatrisation. Hein, on va aller vers le bourgeonnement, qui est une apparition d'une néovascularisation. C'est la formation d'un bourgeon charnu. Afin de combler cette plaie, bien sûr, on est arrivé à vraiment éliminer les déchets, à éliminer la nécrose, à éliminer l'excès de fibrine. Et elle se fait par contraction, c'est d'une façon centripète. Il faut que vous sachiez que la cicatrisation se fait de la périphérie vers le centre. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour cette phase de bourgeonnement? Soit des pansements aux hydrocellulaires, et toujours, comme vous le voyez, vous allez être aidé par ces pictogrammes, vous en pharmacie ou en hôpital. Pour quel type? Alors, si vous avez un bourgeonnement qui est moyennement sointement, vous allez utiliser des hydrocellulaires. Si vous avez moyennement sointement avec des berges qui sont un peu plus ou moins lésées, vous allez utiliser du silicone avec un hydrocellulaire. Si le sointement il est moindre, si juste alors c'est l'hydrocolide, et c'est l'un des premiers pansements techniques qui a été mis sur le marché, comme je l'ai décrit au début. Je mets juste une coupe pour vous expliquer un tout petit peu le rôle de tous ces pansements. Comme vous le voyez, alors ils ont une interface par en haut. Ils vont empêcher les bactéries et tout ce qui est du milieu extérieur de rentrer dans la plaie, mais par contre, ils vont quand même laisser échapper les réactions et la vapeur du pansement. Ça veut dire que c'est un pansement qui respire de la plaie vers le dehors, et non l'inverse. Ça veut dire que le catabolisme au niveau cellulaire peut se faire d'une façon safe. Le tulgras, bien sûr, qui ne connaît pas le tulgras, bien sûr, quand on a un petit bourgeon qu'on veut aider, alors soit on l'utilise dans la phase bourgeonnante quand elle n'est pas sointante, ou bien dans la phase d'épithélisation.
Le pansement au collagène, malheureusement en Algérie, nous ne sommes pas encore arrivés à avoir ça sur le marché, mais c'est un très très grand atout. Alors c'est des pansements qui sont imbibés de collagène, qui vont nous aider quand il y a des plaies qui sont atones, qui ne veulent plus cicatriser, qui ne veulent plus avancer. Ça, c'est une patiente, j'ai eu la chance d'avoir de ce collagène en Algérie, que j'avais opéré pour un tendon d'Achille, qui avait fait une désunion cutanée. Vous voyez qu'à 6 semaines, sur la photo de droite, on a réussi à avoir une cicatrisation sans rien faire, ni lambeau, ni rien du tout, juste avec un pansement, juste avec du collagène. Alors juste un petit rappel pour cette phase de bourgeonnement. En fonction, comme je vous ai dit, du sointement de la plaie, vous allez utiliser soit des superabsorbants, soit des hydrocellulaires, soit des hydrocolloïdes. Et bien sûr, si jamais le bourgeonnement est sec, vous allez utiliser du gras. Si tout va bien, et on est arrivé presque à la fin, alors même pour cette phase de bourgeonnement, on peut utiliser la pression négative pour encore accélérer, pour un tout petit peu aider cette plaie à cicatriser, à aller vers la dernière phase qui est l'épithélisation. Bien sûr, on peut utiliser les chambres d'hyperbare, malheureusement qui ne sont pas disponibles dans notre pays. Ça peut aider aussi quand on a un souci pour accélérer le bourgeonnement, pour remettre le patient le plus rapidement vers une phase d'épithélisation. Mais bon, c'est déjà bien, on arrive à avoir de la pression négative. L'épithélisation, si tout se passe bien, comme je l'ai dit, si notre phase de détertion a été rapide et efficace, si on a bien géré notre phase de bourgeonnement, eh bien, on arrive à l'épithélisation, qui est presque la dernière phase de cicatrisation de la plaie. Alors l'épithélisation, c'est la migration et la prolifération des kénocytes, comme je vous ai dit, de la périphérie vers le centre, et une fois que les deux kératinocytes se rencontrent, eh bien, arrêt de la cicatrisation, c'est bon, on est arrivé à bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour cette phase d'épithélisation? Soit des hydrocolloïdes, parce que ça sointe un tout petit peu, on peut utiliser ça. On peut utiliser aussi des films en polyuréthane. L'avantage, c'est que c'est des films qu'on peut utiliser, on peut même noter dessus, et puis l'infirmière saura quand on va changer ou pas, que si c'est une histoire de garde, ou si c'est une histoire de plusieurs infirmières qui passent, ou le médecin qui veut savoir. On peut utiliser des hydrocellulaires siliconés pour cette imbibation de silicone parce que ça va être atraumatique lors de l'enlèvement. On reste toujours aussi dans le confort du patient. Je finirai aussi par la luminothérapie. Je vois que M. Chéri est là et on en a discuté longtemps. Bien sûr, cette luminothérapie, il faut la voir comme arsenal. Il faut y penser pour aider la dernière phase. On peut aider aussi par de la luminothérapie cette cicatrisation, un tout petit peu la booster. Juste un petit rappel, voilà, en phase d'épithélisation, si ça sointe un peu, on pourra utiliser un hydrocolloïde. Si ça ne sointe pas du tout, soit du tulle gras ou du film. Quelques autres cas, si vous avez des plaies et des brûlures, comme vous le voyez ici, alors si c'est une plaie qui est un peu malodorante, on peut utiliser du charbon. Si elle est malodorante avec une infection, on peut utiliser un pansement imbibé de charbon. Comme vous le savez, le charbon va capter, c'est plus un adsorbant qu'un absorbant. Il va capter les odeurs, et bien sûr s'il est imprégné avec l'argent, bien sûr il va plus ou moins capter quelques bactéries, il va nous soulager en termes de risque infectieux. On peut utiliser, maintenant il y a des tulles gras des tulles gras plus ou moins intelligents qui sont aussi hydratés et remplis de vaseline. Je finirai par un petit rappel sur ces différentes plaies. Vous avez des pictogrammes, tous les laboratoires dont l'Auban et Rocher et IMC qui sont partenaires ici ont des petits livrets qui vont vous guider même en pharmacie, même pour nos collègues médecins, même pour nos collègues infirmiers, à choisir plus ou moins la plaie en fonction du stade et du sointement. D'autres pansements, le charbon comme je vous l'ai dit, le charbon activé. Alors, s'il y a des choses à retenir, et je finirai sur ça. Le pansement, pour qu'il y ait cicatrisation, il faut qu'il soit humide. Essayez d'enlever cette ancienne idée de faire sécher la plaie, surtout quand elle est chronique, pour qu'elle cicatrise. Mais qu'elle ne soit pas trop humide, qu'elle ne soit pas sec, le juste milieu. Le traitement est pluridisciplinaire. Quand j'avais fait cette présentation pour les médecins, bon, j'ai eu cette chance maintenant de le faire avec des pharmaciens, et je pense que même le pharmacien est impliqué, parce que qu'il soit en hôpital ou qu'il soit en officine, s'il ne connaît pas le minimum et l'indication, ça va être difficile. Alors, si on s'unit tous, on essaiera de donner un meilleur traitement pour nos patients. La phase de détertion, et je le répète, est la clé de voûte de toute thérapeutique. Et si on fait une très bonne détertion,
on essaiera de réduire et de minimiser cette plaie et on essaiera de faire cicatriser le plus rapidement cette plaie. Si une plaie n'évolue pas dans les délais normaux de cicatrisation, soit il y a une erreur de choix du pansement, soit il y a eu carrément une erreur de diagnostic ou de traitement général. Et là, il faut vraiment revoir l'ensemble du patient dans sa totalité. Bien sûr, former au maximum, mais j'insiste sur ça. Personne, médecin, pharmacien, infirmier et surtout, nous, actuellement, comme je vous l'ai dit, je suis un peu consultant pour l'Afrique, c'est surtout lutter contre ces anciennes pratiques, à savoir en Algérie, en Afrique, notre premier concurrent, et je n'ai rien contre la bétadine, mais c'est vraiment pour les plaies chroniques, c'est la bétadine et la compresse, et non les autres concurrents. Les autres concurrents sont là, c'est bien, ça va nous apporter un plus pour nos patients, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit qui est le patient qui est vraiment notre première préoccupation. Mais il faut changer, essayer petit à petit changer ces mentalités. Le rôle du pharmacien hospitalier. Intérêt pour le patient, bien sûr, parce qu'on va le mettre dans de bonnes conditions. Ces dépansements, quand vous allez voir, qui viendront stériles. Ça veut dire qu'on va réduire encore le risque de contamination. Et bien sûr, si on doit faire un calcul sur l'économie de santé qu'on va faire avec ce type de pansement, ben, le calcul est très simple. Si vous mettez 10 compresses pour une plaie qui soigne rapidement et qu'on doit le changer 3 ou 4 fois par jour, au lieu d'utiliser un pansement qu'on va changer 1 voire 2 jours, le calcul est fait, mais il faut juste penser à court et moyen et à long terme, pas juste le moment T. Bien sûr, pour le pharmacien d'officine, il faut qu'il connaisse les indications, les produits et leurs mécanismes d'action, afin d'orienter le patient. Ça, ce n'est pas une réflexion, mais c'est vraiment un vœu. Hein, et on l'avait fait aussi pour l'orthèse, mais malheureusement, on essaie toujours de mettre ça avec nos amis pharmaciens et médecins, c'est de créer des DU. Comme vous avez vu, j'ai fait ce rappel historique, pas pour rien, mais partout dans le monde, il y a des DU pour la plaie cicatrisation, et ce n'est pas uniquement destiné aux médecins, c'est destiné aux médecins, aux pharmaciens, aux paras, et même aux infirmiers. Il y a des infirmiers qui sont là. Et pourquoi pas instaurer ce type, ne serait-ce que des petites formations, des sympos comme ça, puis passer, pourquoi pas, j'ai vu, il y a eu le SNAPO qui est passé juste avant moi, ben, pourquoi pas les syndicats mettre la pression, parce que vous recevez, vous achetez ces produits en tant que pharmacien, mais ça serait bien aussi d'avoir un minimum de formation sur ça. Voilà. Je finirai par cette planche. Oui, c'est bien de parler pansement et tout, mais je dirais qu'il n'y a pas mieux que la prévention pour toutes ces plaies. Et la prévention nous évitera beaucoup moins de problèmes que ça. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Ardouane Selarbi, orthopédiste.